Salut à tous, le 10e épisode de la saison 5 de Vikings est sorti en fin de semaine dernière. Il est donc temps de faire le bilan de cette première partie de saison. Rien ne va plus pour les Vikings, une guerre civile s'est déclenchée et on s'arrache l'héritage de Ragnar. Ça donne 2 épisodes guerriers, sanglants, parfois inégaux, mais qui donnent l'eau à la bouche pour la suite de cette saison. Première chose qui saute aux yeux, qui amuse parfois, qui énerve souvent, c'est que les showrunners n'en ont plus rien à faire de la chronologie. En tout cas, accélèrent avec des énormes ellipses la dynamique de la série. Le bon côté des choses, c'est que ça nous a permis de voir des voyages en Méditerranée en un épisode. Et puis le mauvais côté des choses, c'est que Ivar, par exemple, s'est renforcé avec une armée française de 3000 mecs en 12 minutes. Du coup, quand on est fan de la série, on sait pas sur quel pied danser. En même temps, on aime bien le côté Vikings hyper rythmé, où ça va super vite, on enchaîne toutes les phases de la guerre sans jamais s'arrêter. Il n'y a pas ces scènes de contemplation où il se passe rien comme il peut y avoir dans d'autres séries. Et en même temps, là, on se dit, putain, les mecs vont trop vite, c'est en train de déraper complètement. On peut faire un peu ce parallèle avec la dernière saison de Game of Thrones, où jusqu'alors, on se plaignait du fait que Game of Thrones était quand même assez contemplatif, que ça prenait du temps à installer, etc. Et quand la dernière saison a vraiment accéléré, bon, assez sauvagement, avec notamment les allers-retours de Jon Snow, tout le monde s'est mis à crier en disant, non mais c'est n'importe quoi, il respecte plus la chronologie. Donc, en tant que téléspectateur, on est divisé en deux. En même temps, on aime, en même temps, on s'en amuse. Avant d'analyser le pourquoi du comment, de si oui c'est réussi ou de ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Je pense qu'il serait bon de faire un état des lieux de où en sont les personnages et les différents camps qui s'affrontent dans cette première partie de saison. On a d'abord le personnage de Floki. Floki qui a toujours été un peu à part mais qui faisait toujours partie de l'aventure, des conquêtes, etc. Là il s'est complètement ostracisé et il s'est mis dans une belle galère. Il se prend un peu pour un nouveau guide spirituel qui veut reconstruire une société différente des sociétés humaines de d'habitude, qui ne cède pas à la passion sanglante, à l'envie de défier les dieux, etc. Et c'est pour ça qu'on se souvient, dans le pilote, il avait découvert l'Islande. Là, il est revenu à Kattegat et il a emmené avec lui un peu une sorte de colons, des colons, qui veulent refonder une société avec lui dans cette terre qu'il croit protéger des dieux. Résultat des courses, il se retrouve en plein milieu d'une île où on se gèle le cul, où la terre n'est pas cultivable et où les gens qu'il a emmenés commencent à s'affronter entre eux. Ce qui fait que tout est en train de se reconstruire comme si il avait refondé un village normal dans la société humaine normale. Et le pauvre Floki se rend compte qu'en fait, on change pas la nature de l'homme et que peu importe son idéal, ce qu'il avait en tête, ça ne se réalisera pas. Floki, ça a toujours été le personnage le plus mystique de cette série, celui qui croit le plus en une force divine, aux divinités de ces peuples du Nord. Et là, il veut vraiment se confronter à elle. Je l'ai déjà dit, les humains ne méritent plus son attention selon lui. Il a envie de recréer une société nouvelle, plus proche des dieux. Et là, on voit que c'est clairement un échec et ça sonne peut-être la fin pour le personnage de Floki. Est-ce que la remise en cause des croyances, des divinités du Nord par Floki lui-même, alors que c'est le personnage le plus mystique qui soit dans cette série, est-ce que c'est pas le symbole des croyances qui s'effacent? On sait que dans le temps, et des films en ont déjà traité, des films mythiques comme Valhalla Rising, on sait qu'au fur et à mesure des années et des époques qui se succèdent, les peuplades du Nord deviennent de plus en plus chrétiennes, elles se christianisent. Et il y en a même qui rejoignent notamment les croisés pour aller combattre en Méditerranée. Donc est-ce que peu à peu les croyances classiques des peuples vikings sont en train de s'effacer? C'est en tout cas un symbole fort que la proposition de sacrifice que fait Floki. Floki, c'était un peu le seul personnage à part de cette moitié de saison. On a eu Bjorn qui est parti en voyage en Méditerranée avec Halfdan parce que voilà, il a hérité de son père cette soif de nouvelles terres, de découvertes, de nouvelles connaissances. Mais il est revenu parce que la guerre sonnait, les tambours de la guerre résonnaient et que cette guerre civile entre vikings pour s'arracher un peu l'héritage de Ragnar, elle est irrévocable. Toute cette fin de première partie de saison est tournée autour de la préparation de la guerre et du passage à l'acte. Chacun prépare ses armes, ses stratégies, ses alliances, comme dans n'importe quelle guerre. Et puis il y a le jeu un peu classique des séries de lui il a la victoire, puis l'épisode d'après c'est l'autre qui a la victoire, lui il va chercher un allié surprise, etc. Là-dessus on n'est pas surpris, c'est plutôt bien fait malgré quelques ellipses, et j'en ai parlé, notamment il faut en parler parce que ça c'est pour moi un grand n'importe quoi, c'est ce côté où Ivar perd une bataille, donc le côté plutôt gentil triomphe. Avouez, vous êtes un peu aussi pour Lagertha et Bjorn, enfin moi en tout cas c'est le cas, mais Ivar qui est un peu au pied du mur retrouve d'un coup une alliance avec Rollo. Vous vous souvenez de Rollo qui débarque de nulle part et il va chercher des troupes en France en à peu près 10 minutes, ça dure 10 minutes l'épisode. Il arrive à préparer une armée de 3000 mecs et faire l'aller-retour en France. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi et c'est ce qui fait que ça rééquilibre les forces. Mis à part cette liberté scénaristique et cette ellipse complètement loufoque qui, en fait, le seul but de ça c'est d'équilibrer les forces dans une
bataille qu'on croyait gagner de la part du côté Bjorn Lagertha et qui en fait s'inverse totalement. Et c'est d'ailleurs ce que je trouve le plus intéressant, c'est le fait que à la fin de cette saison, on nous laisse sur un camp Lagertha et Bjorn totalement dévasté, vraiment perdant, qui doit fuir, qui doit quitter Kattegat. Et j'aime bien ce côté, c'est ce qu'a annoncé d'ailleurs Michael Hurst, le showrunner, ce côté, ils vont devoir se cacher, ils vont devoir vivre cachés, un peu avoir une technique de guérilla. Ça y est, Ivar a abouti à une de ses premières priorités, qui est de reprendre Kattegat. Mais il lui reste une chose à faire, tuer Lagertha et venger la mort de sa mère. En tout cas, cette fuite de Lagertha et ses troupes rappelle tout à fait une fuite précédente de Lagertha qu'elle avait fait dans la saison 2 ou la saison 3, je ne sais pas, où le village est attaqué pendant que Ragnar n'est pas là et qu'elle est obligée de se réfugier dans une ferme avec ses enfants et notamment l'un d'eux, Bjorn, qui était alors enfant. Au passage, on note l'énorme choc traumatique de Lagertha qui a été obligée de tuer Astrid, donc la femme qu'elle aimait, et qui donc, on la retrouve complètement prostrée. Elle a les cheveux, c'est assez bien fait je trouve ça, parce que c'est quelque chose qui se passe vraiment. Elle a les cheveux qui sont devenus blancs avec le choc psychologique. Elle est au bout du rouleau et je pense qu'on va assister à une Lagertha vraiment dépressive dans cette deuxième partie de saison et qui va devoir peu à peu apprendre à se reconstruire. Mais là, je pense qu'on en a pour pas mal d'épisodes où il va falloir lui remonter le moral. Et on compte bien entendu sur l'évêque et Amund, l'évêque guerrier, pour lui remonter le moral, puisque c'est un peu le coup de théâtre chelou de cette première partie de saison. C'est le coup de foudre inattendu entre Lagertha et cet évêque guerrier qui sont tous les deux tombés complètement follement amoureux. Et encore une fois, c'est une des choses que j'ai préférées dans cette première partie de saison, c'est la liberté qu'ils ont créée autour de ce personnage d'évêque guerrier. Tu voyais la bande-annonce de cette première partie de saison, c'est la bande-annonce générale, tu disais voilà le grand méchant que les Vikings vont devoir affronter pour gagner en Angleterre, etc. Il n'en est rien. On se souvient qu'il a été battu assez rapidement, qu'il a d'abord été emprisonné par Ivar, que les deux ont noué une sorte de relation, du coup il a combattu à ses côtés, et puis il a été capturé de l'autre côté par le camp Lagertha, et puis coup de foudre, Lagertha et Amund. Donc c'est un personnage qu'on trimballe comme ça, et qui change ses allégeances un peu comme de chemise, mais à chaque fois pour des bonnes raisons. Il arrive à plutôt bien l'expliquer. Donc j'aime bien ce côté liberté et être jamais là où on l'attend. Et pour le coup, le coup de foudre a l'air vraiment sincère, et il donnerait sa vie pour elle, il l'a déjà dit, et ça je suis assez fan. En tout cas, c'est la loose générale dans le camp de Lagertha. Lagertha est dépressive, Bjorn a perdu son fils et sa femme, cette nouvelle tribu d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé cette introduction des tribus un peu, c'est des tribus de Laponie, je me souviens plus du nom, mais ils ont leur rite, leur religion, et je trouvais que ça m'a amené un petit coup de frais d'amener ces nouvelles tribus dans le combat. Malheureusement pas très efficace, et notamment la femme de Bjorn qui nous a offert une scène de combat qui est un peu ridicule à mes yeux, où on voit qu'elle n'a pas de force, elle n'arrive pas à jouer la scène de combat. C'est dommage d'avoir laissé cette scène et de pas l'avoir cutée. C'est d'ailleurs marrant puisque là, cette peuplade qui s'appelle les Samis, je crois que j'ai retrouvé le nom, fait l'actualité aujourd'hui, puisqu'il y a des rivalités de terres, etc. avec l'État, il me semble, norvégien. Ils possédaient des terres, mais c'est quand même des tribus nomades, donc ils s'installent jamais vraiment longtemps. Or, l'État norvégien a décidé de les déposséder de ces terres parce qu'ils ne les cultivaient pas, donc elles ne leur appartenaient pas. Enfin voilà, c'est marrant de voir que certaines tribus qu'on peut retrouver dans des séries historiques qui se passent il y a des siècles peuvent encore faire l'actualité aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il faut signaler, et c'est parfois pas le cas, donc autant le dire quand c'est le cas, c'est que l'esthétique des combats, des batailles est vraiment soignée dans cette première partie de saison. Notamment cette scène de pourparlers entre des drapeaux, vous l'avez sûrement vu, mais il y a vraiment un jeu avec les couleurs, avec les mouvements du vent, etc. Et je trouve que c'est bien réussi, et Vikings va de plus en plus vers des choix esthétiques qui sont carrés, contrairement à ses débuts où honnêtement c'était un peu moche. Et j'en profite pour adresser un gros big up à ce dernier épisode, cet épisode 10, qui est juste une merveille, puisqu'ils ont fait le choix d'entrecouper, vous savez, la classique. On voit un personnage au combat, et bam, on revient 2 heures en arrière avant que le combat commence, et on étudie ses motivations, etc. Enfin, il y a plein de trucs, un mélange de mysticisme, des personnages qui sont transportés à droite à gauche. Je trouve que c'est assez osé, et ça permet de voir un peu les motivations de chacun dans cette guerre, et pourquoi cette bataille va être décisive pour chacun d'eux, aussi bien en termes d'alliance guerrière qu'en termes de vie privée. On peut constater autre chose, c'est que, comme d'habitude dans Vikings, pendant qu'il se passe quelque chose sur le champ de bataille, il se passe quelque chose aussi à Kattegat avec les femmes, etc. où en arrière, il y a aussi des intrigues qui se nouent. Et là, c'est cette fameuse Margaret, c'est la cinglée, qui a des rêves en ce moment où elle voit Ubbe, donc son mari, monter sur le trône de Kattegat et donc elle devenir reine. Or, Torvi, qui est parti au combat, a confié ses enfants à Margaret, donc les enfants de Bjorn, qui sont normalement les héritiers légitimes. Et donc elle va consulter l'oracle pour savoir si oui ou non elle doit les tuer, si ça donnerait plus de chance à Ubbe d'accéder sur le trône. Ça, c'est vraiment, je trouve, le côté cool de Vikings, c'est qu'il se passe pas que des choses sur le champ de bataille, il y a des intrigues qui se nouent aussi à l'arrière, et c'est ça qui fait un peu les dynamiques. Donc ça, on ne sait pas comment ça va se régler. On sait que Margaret a décidé de ne pas tuer les enfants, mais est-ce que dans le futur ça va être un personnage dangereux? En tout cas, moi, elle me fait vraiment flipper. Elle a les yeux, vous savez, les yeux de la folie. On sait qu'elle peut passer à l'acte à n'importe quel moment et tuer un de nos personnages préférés. Et j'aime bien avoir des personnages électrons libres comme ça qui peuvent vriller à tout moment.
moment. Ce qu'on peut noter en tout cas dans cette fin de saison, c'est que l'épisode 8 et l'épisode 10 se font écho et sont tous les deux brillamment réalisés. Malheureusement, il y a un gouffre en plein milieu, c'est l'épisode 9. C'est l'épisode le plus n'importe quoi que j'ai vu de Vikings à mon avis. C'est toujours ce jeu avec les ellipses, donc je voulais raconter cette fameuse armée française qui débarque en 10 minutes. C'est aussi une scène complètement folle qui se passe en Angleterre. Vous savez, on avait un peu délaissé, ils essayaient de reconstruire un peu le royaume de King Egbert et c'est Athelwulf qui avait pris son fils qui avait pris le pouvoir. Le mec se fait piquer par une abeille et meurt. Voilà. Et ça change, ça conduit à des intrigues complètement folles, ce qui fait, résultat des courses, que c'est le fils d'Athelstan qui devient roi en Angleterre. Forcément, ça donne un petit côté alléchant pour la suite, mais l'explication et le côté scénaristique, les mecs ont vraiment fait du grand n'importe quoi. On a déjà vu tomber Ragnar et tant d'autres, plein d'autres. Athelstan, on va pas tous les faire. Aujourd'hui, plus que jamais, les personnages de la première heure sont en danger. Premier rang desquels Floki, on sait qu'on l'a laissé sur lui dans sa tête, il va se sacrifier. Lagertha, au bout du rouleau, gravement en danger. Et surtout, on voit dans la bande-annonce de cet épisode 11, on sait pas quand il débarquera d'ailleurs, on voit dans la bande-annonce de l'épisode 11 que Ivar a finalement réussi à mettre la main sur Lagertha assez rapidement et donc qui demande logiquement son sacrifice. Donc voilà, on a des gens comme Bjorn qui est aussi au pied du mur. Ça nous fait les trois qui restent, c'est les trois derniers, hein, Lagertha, Bjorn et Floki, qui sont au bord du gouffre et on pourrait assister à vraiment un revirement ou une nouvelle ère, en tout cas dans la série Vikings, où on aurait des personnages totalement différents. La question du « et maintenant » se pose. À quoi on va avoir droit dans cette deuxième partie de saison? La bande-annonce nous fait voir peu d'images, si ce n'est une image que moi j'ai adorée, qui est Ivar, donc avec une couronne, qui est totalement maquillé, déguisé, qui est vraiment le nouveau roi de Kattegat et un roi qui a l'air de faire bader. La ville a pris une tournure beaucoup plus sombre sous son règne. Ce qui m'intéresse vachement en fait, c'est de voir comment Bjorn, Lagertha et toutes leurs troupes peuvent réussir à survivre, à fuir et surtout à trouver refuge où? On ne sait pas. Est-ce que l'Angleterre d'Athelstan peut être un refuge? Ça me paraît un peu compliqué, mais pourquoi alors mettre le fils d'Athelstan sur le trône si ce n'est essayer de rapprocher le peuple d'Angleterre et le peuple viking? En tout cas, Bjorn, Lagertha et les autres sont dans une bien mauvaise situation, d'autant que l'épisode 10 nous a laissé sur une image qui fait quand même plaisir à voir, mais on ne sait pas comment ils vont l'utiliser. Ça, c'est un vrai risque. C'est le retour dans la série de Rollo. Rollo, après avoir envoyé des troupes, arrive personnellement à Kattegat, ou en tout cas sur la terre des Vikings. Quel va être son rôle? Est-ce qu'il va continuer à être du côté d'Ivar et donc trahir Bjorn, dont il était quand même proche dès les débuts, ou au contraire changer d'avis comme fait souvent Rollo depuis le début de la série Vikings? C'est le mec qui change de camp le plus vite au monde. Il l'a fait au moins 12 fois. Est-ce qu'il va peut-être se dire qu'en fait il faut aider Bjorn et peut-être vaincre définitivement Ivar? C'est la grande question. Où va se situer Rollo et son armée? Cette première partie de saison a en tout cas le mérite de se terminer sur beaucoup de cliffhangers. On a le droit, et c'est même mérité de ne pas aimer pas mal d'aspects de cette première partie de saison, mais elle nous donne l'eau à la bouche, c'est une certitude pour ce qui va se dérouler quand ça reviendra, on ne sait pas encore, mais ce sera sûrement à l'automne 2018. Pour mon MVP, comme d'habitude, il n'y a pas photo. Je crois que je l'avais même choisi dans le pilote, mais j'en peux plus de ce mec. Il est beaucoup trop fort, c'est Bjorn. Bjorn, c'est pour moi, il a dépassé son père. Déjà, c'est évident, et moi j'aime bien, je suis un mec, hein, c'est le combattant le plus fort. Il est imbattable. D'ailleurs, Ivar le dit à un moment dans la série, dans cette saison, et dit « Au combat, on peut pas battre Bjorn, mais il n'est pas aussi intelligent que moi ». C'est pas faux. Bjorn, c'est pas non plus une lumière de la stratégie, mais c'est un combattant incroyable, il est bon, c'est un homme généreux, gentil, etc. C'est vraiment le good guy de cette série. Ça pose beaucoup de questions de le voir perdre un de ses enfants, sa femme, enfin il a perdu beaucoup de choses, il est en déroute avec sa mère qui est au bout du rouleau. Je pense qu'il va porter énormément de choses sur ses épaules dans cette deuxième partie de saison. Et j'en profite pour glisser un petit MVP bonus, c'est l'évêque et Amund. Je l'ai déjà dit, mais j'adore ce côté imprévisible et utilisation d'un personnage n'importe comment. On pensait que ça allait être le grand méchant, en fait ça a d'abord été l'allié d'Ivar, puis l'allié de Lagertha, il est tombé fou amoureux. J'aime bien qu'on trimballe les mecs comme ça, et lui aussi est sublimement interprété par Jonathan Rhys-Meyers, et ça donne un petit plus à cette nouvelle saison, c'est clair. Pour ce qui est de ma note, j'ai décidé de donner 7 sur 10. Alors 7 sur 10, pour moi, c'est vraiment bien. J'avais vraiment peur de l'après-Ragnar. Comment tu négocies la mort d'un personnage aussi influent sur lequel reposaient toutes les bases de la série. On avait déjà vu avec le pilote et les 2 premiers épisodes qu'ils pouvaient relever ce défi, qu'ils avaient réussi à créer des nouvelles dynamiques, des nouvelles questions, etc. Ça s'est confirmé tout au long de la saison avec quelques bémols. En effet, je trouve qu'il y a pas mal de longueurs. En fait, c'est assez paradoxal, mais il y a parfois des longueurs qui font qu'on ne comprend pas bien où ils veulent en venir, et ils s'attardent sur des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Et de l'autre côté, ils font des ellipses complètement à la hache.
Je pense qu'il y a certains épisodes où les showrunners ou les réals se sont dit bah les couilles, on a besoin que ça arrive maintenant, on va complètement distordre la chronologie et on va faire venir 3000 mecs là comme ça. Lui va aller en Méditerranée mais sa mère elle est dans la merde donc faut qu'il revienne. Lui va devenir roi parce qu'il y a une abeille qui est passée. Enfin, ça donne des incohérences qui sont à mon avis gênantes pour une série de ce niveau et qui surtout grimpaient de plus en plus les échelons des séries peut-être mythiques, des séries cultes. Donc il faudrait faire attention à pas multiplier ces choses-là. Mais on garde l'univers Vikings, on garde cette atmosphère, ce côté sanglant, guerrier, intrigue politique, mais un peu mystique aussi. On a gardé la recette Vikings avec des nouveaux personnages, avec une nouvelle dynamique et ça c'est réussi. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce mid-season de la saison 5 de Vikings. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cet épisode qui pour moi était le meilleur de la saison 5, mais dites-moi aussi plus généralement ce que vous avez pensé de cette première partie de saison. Il y a beaucoup de choses qu'on peut contester, beaucoup de choses qu'on peut adorer, on en parlera en commentaire. Et puis j'en profite pour vous annoncer qu'on va faire une vidéo FAQ dans les semaines qui viennent, donc n'hésitez pas en commentaire à poser des questions. Poser des questions séries, des questions théories, ou même des questions plus générales sur les fanatiques, notre travail, comment on choisit telle ou telle vidéo, etc. Et puis c'est cool parce que pour une fois ça permettra de faire un lien plus direct entre vous et nous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Facebook, sur Twitter, on est très actifs sur les réseaux sociaux. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!